Le cri qui fendit la nuit du 12 février 1889 dans les ruelles glacées de Lyon n'avait rien de comparable avec les échos familiers de la ville ouvrière, ni les chants des cagneux attardés, ni le vacarme des attelages sur les pavés. Mais une plainte si déchirante que ceux qui l'entendirent jurèrent qu'il s'agissait d'un son qui ne pouvait appartenir à aucun être humain encore vivant. Un écho venu d'ailleurs, d'un endroit où l'ombre et la chair se confondent. Et ce fut ce hurlement qui marqua le début d'une affaire dont la mémoire collective, par peur ou par convenance, a tenté d'effacer jusqu'au souvenir. Car dans une bâtisse abandonnée du quartier de la Croix-Rousse, on retrouva 12 corps disposés comme des marionnettes figées en plein mouvement, assis autour d'une longue table de bois brut, leurs mains jointes comme s'ils s'apprêtaient à prononcer une prière commune, mais tous décapités, leurs têtes alignées avec une symétrie parfaite devant leur propre buste. Et dans chaque orbite, un éclat de miroir soigneusement taillé, reflétant les flammes vacillantes des chandelles restées allumées, donnant à la scène l'apparence d'une assemblée spectrale se contemplant à travers les fragments de verre. Un spectacle qui ne pouvait relever ni d'une colère soudaine, ni d'un assassinat ordinaire, mais d'une intention esthétique morbide, un rituel dont la logique échappait à tout entendement. Et très vite, l'attention des enquêteurs se porta sur un certain Victor Marceau, ouvrier tanneur réputé pour sa force hors du commun, mais encore plus pour son étrange savoir des chairs et des nerfs, car il maniait les couteaux avec une précision qui dépassait le simple artisanat, une connaissance presque chirurgicale qui intriguait autant qu'elle inquiétait. Surtout depuis que plusieurs voisins rapportaient l'avoir vu s'attarder la nuit dans les abattoirs des Brotteaux bien après la fermeture. Ses vêtements toujours immaculés, malgré la puanteur du sang qui maculait le sol, comme s'il avait trouvé un moyen d'opérer sans jamais se salir. Et si certains le prenaient pour un excentrique inoffensif, d'autres chuchotaient qu'il cachait un passé trouble, car nul ne se souvenait vraiment de son arrivée à Lyon, comme s'il était apparu du néant 3 ans plus tôt, engagé par un patron pressé de remplacer un ouvrier disparu mystérieusement. Et depuis, partout où il passait, les rumeurs de bêtes égorgées, d'oiseaux disséqués, d'ossements disposés en figures étranges semblaient me suivre, jusqu'à cette nuit glacée où le sang humain se mêla pour la première fois à ces mises en scène. Et la police, en fouillant son modeste logement, découvrit sous les lattes du plancher une série de carnets d'une écriture appliquée, pleine de croquis anatomiques précis, comme ceux d'un étudiant en médecine, où Victor décrivait non seulement les gestes des habitants de son quartier, leurs habitudes, leurs faiblesses, mais aussi leurs réactions à de minuscules changements qu'ils provoquaient dans leur quotidien. Comme s'il avait fait de ses voisins des cobayes à une expérience psychologique silencieuse. Et plus les enquêteurs avançaient dans leur lecture, plus ils réalisaient que l'homme ne préparait pas un simple crime, mais un projet à grande échelle, une composition comme il l'appelait, une œuvre totale où la mort ne serait pas une fin, mais un matériau. Et les 12 cadavres de la Croix-Rousse n'étaient que le premier mouvement de sa symphonie macabre, une ouverture conçue pour annoncer une série d'actes encore plus ambitieux, qui, selon ses notes, devait embraser toute la ville de Lyon et peut-être même s'étendre jusqu'à Paris, car Victor écrivait qu'il voulait que la France entière contemple la beauté de l'arrangement final. Et ce n'est qu'en découvrant les pages les plus récentes qu'un détail glaça le sang des officiers. Il mentionnait une date précise, le 14 juillet 1889, jour du centenaire de la Révolution française, où il comptait offrir à la nation un spectacle qui dépasserait en grandeur toutes les célébrations prévues par l'État. Une révélation qui transforma immédiatement l'affaire en menace nationale, déclenchant une chasse à l'homme d'une ampleur inédite, car il ne s'agissait plus seulement de retrouver un assassin, mais d'empêcher un massacre soigneusement planifié pour s'inscrire dans l'histoire même de la République. Et tandis que les autorités s'efforçaient d'étouffer l'affaire pour éviter la panique, les rares témoins encore vivants racontaient, la voix tremblant, avoir croisé Victor ces dernières semaines, toujours vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau bas, ses yeux d'une clarté presque blanche, brillant dans l'obscurité comme 2 éclats d'Igas. Et certains juraient l'avoir entendu murmurer des phrases en latin que aucun d'eux ne comprenait, ce qui renforçait la conviction qu'il n'était plus un simple ouvrier, mais l'adepte d'une doctrine occulte où l'art, la chair et la mort se confondaient. Et c'est ainsi que commença l'histoire interdite de Victor Marceau, le sculpteur de Lyon, dont la traque allait plonger toute la France dans une des plus sombres énigmes de son XIXe siècle. Dans les jours qui suivirent la découverte des 12 cadavres de la Croix-Rousse, la ville de Lyon se mura dans un silence de plomb, comme si chaque habitant avait compris que les mots eux-mêmes pouvaient attirer le malheur. Mais derrière les volets clos et les prières chuchotées, la peur croissait, nourrie par les rumeurs qui circulaient plus vite que les proclamations officielles, car bien que la préfecture tentât de présenter le massacre comme un règlement de compte entre ouvriers anarchistes, ceux qui avaient approché la scène savaient que la vérité dépassait tout conflit social.
Et dans le bureau enfumé de la police, le commissaire Henri Delorme, vétéran des enquêtes les plus sordides de la métropole, fixait les carnets retrouvés sous le plancher de Victor Marceau comme on contemple une énigme sacrée. Incapable de décider s'il avait affaire à un fou sanguinaire ou à un esprit méthodique poursuivant une vision plus vaste que l'entendement humain. Car chaque page témoignait d'une obsession millimétrée. Plans de quartier, horaires de messe, habitudes alimentaires des familles, jusqu'aux notes sur les vibrations particulières de certaines cloches et la manière dont les habitants réagissaient à leur son. Comme si le meurtrier cherchait à contrôler non seulement les corps, mais aussi le rythme invisible qui gouverne les âmes. Et plus Delorme lisait, plus il comprenait que la tuerie de la Croix-Rousse n'était qu'un prélude, car Victor parlait de mouvement et de tableau avec la rigueur d'un compositeur, chaque mort pensée comme une note, chaque posture comme un accord destiné à former une harmonie finale le 14 juillet 1889. Et ce projet effrayant avait un nom, l'Assemblée des cendres, une œuvre qu'il décrivait comme le mariage de la République et de l'éternité. Et pour atteindre ce but, il ne t'a avoir besoin non pas d'outils, mais de disciples, car nul chef d'œuvre ne se crée seul. Et les premiers indices d'une confrérie émergèrent quand les enquêteurs, en suivant les traces de Victor vers les bas-fonds des Brotteaux, tombèrent sur un hangar abandonné où se trouvaient des mannequins grossiers taillés dans la cire, chacun marqué de prénoms d'ouvriers connus du quartier, certains encore vivants, d'autres mystérieusement disparus, et à côté, des symboles tracés à la craie, croix inversée, cercles numérotés, schémas semblables à des partitions, mais où les notes avaient été remplacées par des silhouettes humaines. Et tout indiquait que Marceau n'était plus seul, qu'il avait convaincu d'autres esprits brisés de se joindre à sa folie. Peut-être des marginaux, peut-être des anciens compagnons d'usine. Et bientôt les disparitions se multiplièrent. Une blanchisseuse retrouvait la gorge incisée, mais soigneusement recousue, comme pour une dissection. Un prêtre de Saint-Polycarpe manquant à l'appel après avoir dénoncé l'ombre du démon dans son sermon. Un enfant apprenti typographe qui ne rentra jamais chez lui. Et toujours le même détail glaçant, aucune trace de lutte, aucune effusion de sang, comme si les victimes s'étaient abandonnées volontairement ou avaient été frappées d'un geste si précis qu'elles n'avaient pas eu le temps de crier. Et plus la presse étouffait l'affaire, plus les murmures prenaient de l'ampleur, certains jurant avoir vu dans les traboules des silhouettes encapuchonnées portant des caisses d'outils à des heures impossibles, d'autres affirmant que des chants étranges résonnaient la nuit, des voix d'hommes et de femmes répétant des psaumes dans une langue que nul ne reconnaissait. Et Delorme, qui n'avait jamais cru aux superstitions, sentit malgré lui que Victor Marceau touchait à quelque chose qui dépassait le simple crime. Un théâtre où la peur elle-même devenait un instrument. Et c'est lors d'une fouille improvisée dans les caves du Vieux-Lyon que l'affaire prit une tournure encore plus inquiétante, car les policiers mirent la main sur un atelier secret, dissimulé derrière un mur de briques récentes, où l'on découvrit des squelettes partiellement décharnés, fixés à des structures de fer comme des marionnettes prêtes à être animées. Et sur une table, un cahier plus récent que les autres où Victor écrivait « Les statues respirent, il ne reste plus qu'à leur donner un souffle ». Une phrase que Delorme lit à voix haute en sentant la sueur froide perler dans son dos, car elle impliquait que Marceau préparait non seulement un spectacle visuel, mais un rituel, une tentative d'animer la mort elle-même. Et en feuilletant ce cahier, il vit qu'une calendrier était tracée, chaque semaine marquée d'un sacrifice, chaque nom correspondant à une victime désignée, et la date du 14 juillet encerclée d'un symbole rappelant à la fois l'œil de la Providence et une guillotine, comme s'il voulait relier son œuvre à la Révolution française, au sang versé jadis pour la liberté, mais détourné cette fois vers une célébration de la destruction. Et tandis que les autorités parisiennes recevaient des rapports alarmés, un débat éclata dans les hautes sphères. Fallait-il prévenir la population au risque d'un vent de panique, ou maintenir le secret en espérant neutraliser le sculpteur à temps? Et ce fut la seconde option qu'il l'emporta, condamnant ainsi les Lyonnais à l'ignorance alors même que la mort rôdait à chaque coin de rue. Et ceux qui connaissaient la vérité, Delorme en tête, savaient qu'ils n'avaient plus affaire à un simple assassin, mais à un metteur en scène du macabre qui écrivait son opéra sanglant sur les pavés de la République. Et l'angoisse montait encore d'un tronc quand un informateur déclara avoir vu Victor en plein cœur de la foule lors d'une fête foraine avec un ballon rouge à la main, comme un père de famille banal, son visage dissimulé par la foule, mais ses yeux, racontait l'homme en tremblant, brillaient d'une lumière glaçante qui transperçait la chair. Et cette vision confirma à Delorme que le compte à rebours avait commencé, car le sculpteur n'allait plus se contenter de l'ombre, il s'apprêtait à frapper au grand jour. Au printemps 1889, à mesure que l'exposition universelle de Paris attirait l'attention du pays entier, Lyon se transformait en une poudrière silencieuse où l'on craignait chaque nuit de voir apparaître un nouveau tableau de mort signé par la main invisible du sculpteur. Et le commissaire Delorme, rongé par l'insomnie,
multipliait les descentes dans les traboules et les caves humides, persuadé que Victor Marceau avait établi dans les entrailles de la ville un véritable labyrinthe de caches et d'ateliers. Car chaque découverte confirmait son intuition. Ici, un hôtel improvisé avec des restes animaux mêlés à des fragments humains, là, un mannequin de bois recouvert de peau tannée comme une statue grotesque, et plus effroyable encore, des registres où des noms étaient rayés au fur et à mesure qu'on retrouvait les cadavres, preuve que Marceau suivait un plan d'une rigueur militaire, un plan qui avançait inexorablement vers le 14 juillet, et les disparitions continuaient de plus belle, touchant cette fois des notables, un riche négociant en soie volatilisé après un dîner mondain, une actrice du théâtre des Célestins introuvable après sa représentation, un étudiant en médecine qui avait dénoncé dans un café l'existence d'une secte morbide et, toujours le même silence pesant des autorités, qui craignait que l'annonce d'un tueur rituel n'enflamme la population déjà travaillée par les idées anarchistes et les colères ouvrières. Mais cette stratégie de mutisme ne fit que renforcer la légende de Victor, au point que certains jeunes marginaux commençaient à le considérer comme une sorte de prophète de la destruction, un homme venu rappeler à la République que le sang est l'encre de l'histoire, et bien tous les enquêteurs apprirent l'existence de groupes se faisant appeler les disciples des cendres, des individus vêtus de manteaux sombres qui se réunissaient dans des carrières abandonnées à la périphérie, récitant à voix basse des textes que Marceau avait consignés dans ses carnets, comme s'il avait semé une graine de fanatisme qui germait maintenant sans lui. Et Delorme, découvrant ces cellules autonomes, comprit qu'il ne s'agissait plus de traquer un seul criminel, mais un réseau diffus, un mouvement qui se répandait comme une peste idéologique, et dans ce contexte, la moindre trace devenait précieuse. Un soir de mai, un gamin des pentes de la Croix-Rousse accourut au poste en affirmant avoir vu une silhouette transporter une malle jusque dans une maison abandonnée. Les policiers se précipitèrent, défoncèrent la porte et trouvèrent dans la pénombre une pièce où des corps pendus par des câbles d'acier formaient un mobile géant, tournoyant lentement sous l'effet d'un courant d'air, chaque cadavre équilibré de manière à créer une géométrie parfaite, et au centre de la pièce, un violon joué seul, actionné par un mécanisme d'horlogerie que Marceau avait conçu, produisant une mélodie grinçante qui glaça le sang mésageant, et sur le mur, une inscription tracée au sang coagulé, mouvement 2, le carrousel des ombres, ce qui signifiait que le massacre de la Croix-Rousse n'était que le premier volet et que désormais le spectacle avançait vers son deuxième acte, et ce fut à ce moment que Paris intervint officiellement, envoyant à Lyon une brigade spéciale dirigée par l'inspecteur-chef Armand Lefebvre, un homme méthodique réputé pour sa chasse aux nihilistes russes, convaincu que derrière Marceau se cachait une organisation internationale, mais cette explication rassurante fut vite balayée par les carnets eux-mêmes. Car Lefebvre, en les étudiant, reconnut des croquis d'une précision médicale, des dissections décrites avec le vocabulaire d'un chirurgien, et il découvrit que Victor avait jadis fréquenté une société d'anatomistes amateurs qui s'était installée clandestinement dans les faubourgs parisiens, mélange de savants frustrés et d'artistes décadents fascinés par le corps, et qu'il avait sans doute appris auprès d'eux à manier la lame avec la froideur d'un scalpel. Mais lui seul avait poussé cette fascination jusqu'au meurtre systématique. Et, selon un témoignage recueilli par Lefebvre auprès d'un vieil anatomiste, Victor n'était pas né Marceau, mais aurait porté un autre nom lié à une famille bourgeoise de l'Est de la France, ce qui expliquait peut-être son éducation, mais les registres restaient introuvables, comme si quelqu'un avait effacé toute trace de ses origines. Et plus l'enquête avançait, plus le mystère s'épaississait. Car comment un ouvrier sans passé pouvait-il mobiliser autant de ressources, manipuler tant d'esprits et orchestrer des mises en scène aussi complexes, à moins qu'il ne bénéficie de complicités puissantes, peut-être dans les cercles occultistes qui fleurissaient à l'époque, entre spiritisme, messe noire et société secrète. Et c'est dans ce climat de paranoïa que survint la nuit du 3 juin. Quand le commissaire Delorme, alerté par une odeur fétide émanant d'un ancien couvent désaffecté, découvrit avec ses hommes la plus macabre des scènes. Une nef transformée en théâtre, des bancs disposés comme pour une messe, mais chaque place occupée par un mannequin recouvert de chair humaine cousue, des yeux en verre fixés au plafond comme pour implorer le ciel. Et à l'autel, un corps encore chaud, celui du prêtre disparu de Saint-Polycarpe, allongé en croix, le thorax ouvert comme un livre, et à l'intérieur une bougie plantée dans son cœur, brûlant d'une flamme tremblotante. Et au sol, un nouveau message, mouvement 3, litanie des viscères, signe que Marceau poursuivait sa progression vers son grand final, et cette fois il ne s'agissait plus seulement de choquer, mais d'impliquer directement la symbolique religieuse, comme s'il voulait défier Dieu lui-même en s'appropriant le langage des rites. Et Lefebvre comprit alors que la date du 14 juillet ne serait pas seulement un massacre, mais un rituel national, un détournement monstrueux de la fête républicaine, et chaque jour qui passait rapprochait la France de ce cauchemar, tandis que la traque de Victor devenait une course contre le temps, où chaque minute perdue risquait de coûter des dizaines de vies.
À mesure que l'été approchait, l'étau se resserrait autour de Victor Marceau. Mais l'homme, loin de se comporter comme un fugitif acculé, semblait orchestrer sa propre traque comme une pièce supplémentaire de son œuvre, multipliant les fausses pistes, laissant volontairement des indices contradictoires pour pousser les enquêteurs à s'égarer. Et chacun de ces gestes semblait calculé pour transformer la peur elle-même en un spectacle parallèle, car tandis que Delorme et Lefebvre déployaient leurs brigades dans les ruelles et les catacombes de Lyon, d'autres scènes horribles surgissaient dans les villes voisines, comme si Marceau s'était démultiplié. À Saint-Étienne, 3 étudiants furent retrouvés disposés en cercle, leurs visages cousus ensemble pour former un masque unique. À Grenoble, un médecin disparu fut découvert suspendu par les tendons comme un pantin, chaque organe remplacé par une horloge, symbolisant, selon un message laissé sur place, la mécanique de la vie. Et à Dijon, des cadavres furent posés sur les marches d'un théâtre abandonné, chacun tenant une plume, leurs doigts trempés dans leur propre sang pour tracer des vers de Rimbaud. Autant d'installations macabres qui portaient indiscutablement la signature intellectuelle de Marceau, mais qui semblaient l'œuvre de mains différentes, ce qui confirmait la pire crainte de Lefebvre. Victor n'était plus un individu isolé, mais le catalyseur d'un mouvement clandestin qui se répandait comme une infection idéologique, attirant à lui les esprits instables, les désespérés, les fanatiques et les transformant en exécutants de sa vision morbide. Et plus l'on en apprenait sur lui, plus il apparaissait non pas comme un simple meurtrier, mais comme une sorte de prophète nihiliste, convaincu que l'humanité devait contempler sa propre fragilité dans le miroir de l'amour pour se libérer de ses illusions. Et son langage, relevé dans les manifestes retrouvés près des scènes de crime, se faisait de plus en plus mystique. « La chair est une partition, le sang est l'encre, et la mort est l'ultime vérité que l'art doit transcrire », écrivait-il, phrase qui circulait désormais dans les cercles d'artistes décadents de Montmartre et de Montparnasse, où certains, fascinés par la radicalité de son propos, commençaient à le considérer comme un génie incompris plutôt qu'un monstre. Et ce culte inquiétant atteignit un sommet quand un pamphlet anonyme, intitulé La théologie du couteau, fut distribué clandestinement dans les universités et les cafés littéraires de Paris, un texte attribué à Marceau ou à l'un de ses disciples, qui décrivait l'assassinat non comme un crime, mais comme un acte créateur, une libération esthétique des limites du corps. Et dans ce contexte délirant, chaque jour qui passait rapprochait la République d'un effondrement symbolique, car la peur de la mort devint elle-même un instrument politique exploité par des groupuscules radicaux qui appelaient à une purification par le chaos. Et Delorme, épuisé par des semaines sans sommeil, sentit pour la première fois que la situation échappait à tout contrôle, surtout lorsque l'on découvrit qu'un ancien médecin militaire, le docteur Henri Clavel, avait disparu après avoir été vu en compagnie d'un inconnu correspondant à la description de Victor. Et quelques jours plus tard, une lettre signée H. Clavel, disciple de l'esthétique suprême, fut envoyée à la préfecture annonçant que le mouvement 4, l'écorché de la patrie, serait dévoyé bientôt sur la place la plus symbolique de la République, une menace qui fut prise au sérieux par les autorités au point que le gouvernement décida de renforcer la sécurité autour de la statue de Marianne à Paris, du Panthéon et de l'Assemblée nationale. Mais l'attaque, comme toujours, vint là où on ne l'attendait pas. Le 21 juin, jour de la fête de la musique, des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur la place Bellecour à Lyon pour assister à des concerts populaires. Lorsque soudain, une grande toile fut redéroulée depuis le toit de l'hôtel du département, représentant une figure gigantesque formée de morceaux de peau humaine cousus, chaque fragment gravé de citations révolutionnaires. Et suspendus à cette horreur, 5 corps encore vivants, muselés, maintenus dans une posture de supplication par des crochets plantés dans leurs muscles, leur agonie exposée en plein jour sous les cris horrifiés de la foule. Et au-dessus de la toile, en lettres rouges, un message « Mouvement 4, la République saigne », un acte d'une audace inimaginable qui plongea la ville dans une hystérie collective, précipitant l'état de siège et la mise en place de barrages militaires aux entrées de la métropole. Mais malgré l'ampleur du déploiement, Victor restait introuvable, comme s'il observait de loin le chaos qu'il avait semé. Et Delorme commençait à soupçonner que tout ça, les tableaux, les pamphlets, même les disciples, n'étaient que des diversions destinées à détourner l'attention du véritable but, un acte final d'une ampleur telle qu'il ferait passer les précédents pour des simples esquisses. Et cette intuition se confirma quand un informateur anonyme, probablement un ancien membre des disciples, remit à la police un fragment de carnet mentionnant une cathédrale de la chair en construction dans un lieu nommé simplement l'Atelier Central, situé quelque part dans les catacombes sous la colline de Fourvière. Et c'est là que Lefebvre décida de frapper,
mobilisant plus de 100 hommes pour une descente souterraine qui deviendrait l'opération la plus risquée de toute sa carrière, une expédition au cœur même du royaume du sculpteur. Dans la nuit étouffante du 2 juillet 1889, alors que la chaleur faisait vibrer les pavés de Lyon comme une peau tendue, l'opération baptisée Thanatos fut déclenchée à l'aube, et une armée silencieuse d'agents, de soldats et de médecins descendit dans les entrailles de la colline de Fourvière, guidée par les plans approximatifs d'un réseau de galeries romaines oubliées depuis des siècles, transformées, selon les renseignements, en sanctuaire du sculpteur. Et plus il s'enfonçait dans la terre, plus l'air se chargeait d'une odeur nauséabonde de formol, de sang et de cire fondue, comme si les murs eux-mêmes transpiraient la mort. Et très vite, ils comprirent que les catacombes avaient été remodelées. Des murs avaient été abattus pour créer de vastes salles, des arches maçonnées soutenaient des galeries improvisées et partout s'étalaient des symboles gravés dans la pierre. Spirale, croix inversée, phrases latines sur l'âme et la transfiguration, comme si Marceau avait voulu transformer ce lieu en temple dédié à sa vision morbide. Et lorsque l'équipe de tête franchit une porte métallique verrouillée par un système complexe de chaînes et de loquets, elle tomba sur une pièce immense que nul n'aurait cru exister sous la ville. Une nef souterraine de plus de 30 mètres de long, éclairée par des centaines de bougies fixées dans des crânes humains. Et au centre se dressait une structure colossale, faite de milliers d'ossements humains agencés en colonnes, voûtes et arcs, formant une sorte de cathédrale baroque où les tibias remplaçaient les piliers et les cages thoraciques formaient les rosaces. Une architecture macabre dont la complexité défiait la raison, et ce que les enquêteurs virent ensuite dépassa leur pire cauchemar. Sur des autels disposés le long des murs, des dizaines de corps vivants, maintenus dans des dispositifs mécaniques, leur chair progressivement remplacée par des pièces métalliques et des prothèses artisanales, comme si Victor avait tenté de sculpter un pont entre la vie et la mort, entre l'organique et l'artificiel, et certains murmuraient encore des prières, d'autres hurlaient de douleur, mais tous portaient la marque du sculpteur. Des incisions nettes, des sutures parfaites, une symétrie monstrueuse qui témoignait d'une volonté esthétique absolue, et au centre de la salle, sur une estrade circulaire, trônait un autel plus haut que les autres, sur lequel reposait une silhouette que Delorme reconnut aussitôt. Victor Marceau, ou plutôt ce qu'il était devenu, car l'homme qui se tenait là n'avait plus rien de l'ouvrier discret d'autrefois. Vêtu d'une toge faite de morceaux de peau tannée, le visage blanchi de chaux, il semblait plus spectre que vivant, ses yeux gris brillant d'un éclat presque surnaturel, et il tenait entre ses mains une lame fine comme une plume, qu'il leva lentement, saluant les intrus comme un chef d'orchestre saluerait son public. Puis il parla, d'une voix calme et assurée, résonnant dans toute la salle. « Vous êtes arrivés trop tôt. L'œuvre n'est pas terminée. Mais qu'importe. Vous serez les témoins privilégiés de la Genèse. » Et alors, comme si cette phrase avait été le signal d'un rituel, des dizaines de silhouettes surgirent des colonnes latéraux, vêtues de robes noires, les visages masqués de cire, armés de scalpels et de ciseaux, attaquant les forces de l'ordre dans un chaos indescriptible, et la bataille qui s'ensuivit fut plus proche d'un massacre que d'une arrestation. Des tirs résonnaient, les flammes des bougies vacillaient, des corps tombaient des passerelles de fortune, des disciples se jetaient volontairement sur les fusils comme pour protéger leur maître. Et malgré leur supériorité numérique, les forces de l'ordre perdaient du terrain face à la détermination fanatique de ceux qui considéraient la mort comme une offrande. Et au milieu de ce carnage, Victor restait immobile, contemplant la scène comme un peintre contemplant sa toile, esquissant parfois un sourire satisfait, puis levant à nouveau son couteau pour tailler dans l'air des gestes mystérieux, comme s'il dirigeait le chaos. Et ce fut Lefebvre qui tenta l'impossible. Profitant d'un moment de confusion, il se lança vers l'estrade, déterminé à mettre fin à tout cela d'une balle. Mais Marceau, d'une rapidité inhumaine, l'arrêta d'un coup de lame qui trancha profondément son bras, lui arrachant un cri de douleur, et se penchant vers lui, il murmura « Tu crois que tu es venu m'arrêter ? Non, tu fais partie de l'œuvre toi aussi. » Puis, avant que Delorme n'ait le temps d'intervenir, une explosion secoua la cathédrale de la Chaire, provoquée par des barils de poudre dissimulés dans les fondations, un dernier pillage que Victor avait prévu pour effacer ses traces. Et l'effondrement fut immédiat. Des colonnes d'os se disloquèrent, les galeries s'écroulèrent, la poussière et la fumée engloutirent tout, forçant les survivants à battre en retraite tandis que le sanctuaire s'effondrait sur lui-même dans un vacarme infernal. Et lorsque l'équipe d'extraction parvint à remonter à la surface des heures plus tard, une seule certitude demeurait. Victor Marceau avait disparu, englouti dans son propre temple, son corps introuvable parmi les décombres. Et pourtant, dans les jours qui suivirent, des rumeurs commencèrent à circuler.
Des témoins affirmaient avoir vu un homme au regard pâle quitter Lyon en train sous une fausse identité. D'autres juraient qu'une silhouette en manteau noir avait été aperçue dans un cimetière de Turin. Et certains disciples arrêtés dans les ruines prétendaient que leur maître n'était pas mort, qu'il avait transcendé la chair et se préparait à achever son œuvre ailleurs. Et cette idée, aussi insensée fût-elle, suffisait à maintenir la peur vivante, car si Victor avait survécu, cela signifiait que le mouvement V, l'acte final de son opéra de sang, approchait encore. Les semaines qui suivirent l'effondrement des catacombes de Fourvière furent marquées par un silence étrange, un silence que même les cloches de la basilique n'osaient plus troubler, comme si la ville elle-même retenait son souffle après avoir contemplé l'abîme. Les autorités proclamèrent officiellement la mort de Victor Marceau, déclarant que le corps du sculpteur de Lyon avait été réduit en cendres sous les tonnes de pierres écroulées, et un rapport ministériel, aussitôt classé secret d'État, conclut que l'affaire était close. Mais personne n'y croyait vraiment. Les survivants de l'expédition Thanatos, hantés par ce qu'ils avaient vu dans les profondeurs, parlaient la nuit dans leur sommeil de silhouettes mouvantes dans la fumée, de voix qui chuchotaient encore après l'explosion, et surtout de ces yeux gris qui, selon eux, les observaient derrière la poussière avant de disparaître. L'opinion publique, elle, oscillait entre soulagement et fascination morbide. La presse, qui jusque-là avait été muselée, se déchaîna soudain. Articles, feuilletons, gravures, pamphlets transformèrent Marceau en mythe. Certains journaux réactionnaires en firent un démon, incarnation du mal absolu, un produit de la décadence républicaine. D'autres, plus radicaux, le présentèrent comme un prophète de la vérité, un artiste incompris ayant offert à la société un miroir sanglant de ses hypocrisies. Et dans ce vacarme idéologique, la légende de Victor prit une dimension qui échappait à tout contrôle. On racontait que ses disciples préparaient sa résurrection, qu'il collectionnait des morceaux de corps pour le reconstruire, que ses carnets continuaient de circuler dans des cercles occultes à Paris, Berlin ou Vienne, servant de manuel à de nouvelles générations de fanatiques. Les autorités firent tout pour étouffer ces rumeurs, mais elles prirent une tournure inquiétante lorsque, fin août 1889, un colis fut livré anonymement à la préfecture de police de Lyon. À l'intérieur, un buste en cire représentant le visage de Marceau, parfaitement fidèle, sauf que ses yeux étaient de vrais globes oculaires humains. Avec ce macabre souvenir, un mot griffonné sur un papier jauni, mouvement V, le silence avant l'apothéose. Ce fut la preuve que l'histoire n'était pas terminée. Rapidement, de nouvelles disparitions furent signalées. Un professeur de médecine disparut à Paris, un taxidermiste autrichien retrouvé égorgé dans son atelier, une danseuse berlinoise enlevée après un spectacle. Partout en Europe, des crimes portant la marque de l'esthétique de Marceau commencèrent à émerger. Mais aucun indice ne menait à lui, comme s'il s'était dissous dans la conscience collective, comme si son œuvre avait désormais une vie propre. Lefebvre, gravement blessé à Fourvière, se retira de la police, incapable de supporter le poids de ses souvenirs. Delorme, rongé par l'obsession, consacra les dernières années de sa carrière à traquer des fantômes, suivant des pistes jusqu'en Italie, en Espagne, même en Égypte, chaque fois pour tomber sur des installations macabres signées d'une main inconnue, mais imitant à la perfection le style du sculpteur. Il finit par comprendre une vérité glaçante. Victor n'avait peut-être jamais eu l'intention de survivre physiquement. Son but n'était pas de vivre éternellement, mais d'essaimer son idée, de faire de sa vision une infection qui continuerait à se propager longtemps après lui. Et dans cette mission, il avait réussi. Car au tournant du siècle, dans plusieurs villes d'Europe, on découvrit des groupes secrets qui se réclamaient de l'art ultime, exposant des cadavres comme des sculptures, organisant des cérémonies clandestines autour de corps humains, des actes qui choquaient la société, mais qui rappelaient trop clairement les méthodes de Marceau pour être une simple coïncidence. En 1901, un événement fit frissonner toute la France. Dans la crypte de l'église Saint-Méry à Paris, fut trouvé un monument composé de 32 corps assemblés pour représenter l'arbre généalogique de l'humanité, chaque génération, sculptée dans la chair de la précédente, avec au centre un visage reproduisant fidèlement celui de Victor Marceau. La signature gravée au couteau sur l'autel disait simplement « L'œuvre ne s'arrête jamais ».
À ce moment-là, même les sceptiques durent admettre que le sculpteur, mort ou vivant, avait transcendé sa condition de tueur. Il était devenu une idée, un courant, un mythe noir. La République elle-même, ébranlée par cette ombre persistante, révisa sa manière de concevoir le crime et la folie. Des écoles de médecine ajoutèrent des cours de criminologie, la police créa des divisions spécialisées dans les crimes rituels, et la censure fut renforcée pour empêcher la diffusion de manifestes similaires. Mais malgré ces mesures, la peur demeura. Chaque disparition inexpliquée, chaque cadavre trouvé dans une position étrange ravivait la même question. Marceau est-il vraiment mort ? En 1914, à la veille de la Grande Guerre, un vieil homme mourant dans un hospice de Turin confia au prêtre venu lui donner l'extrême-onction qu'il avait connu Marceau sous un autre nom, qu'ils avaient travaillé ensemble à une œuvre qui changerait l'humanité, et qu'il reviendrait lorsque l'humanité serait prête à regarder la mort en face. Le prêtre transmit cette confession aux autorités, mais elle fut classée, jugée trop déstabilisante pour une époque déjà au bord du gouffre. Aujourd'hui encore, les historiens hésitent à parler de l'affaire Marceau. Officiellement, elle reste une page fermée, un épisode morbide d'une fin de siècle troublée. Officieusement, elle est un avertissement, celui de ce que l'intelligence humaine, lorsqu'elle se détache de toute morale, peut accomplir. Car au fond, l'histoire du sculpteur n'était pas celle d'un monstre venu d'ailleurs, elle était celle d'un homme, né de la même chair que nous, qui avait simplement choisi de regarder l'abîme trop longtemps et d'y plonger en emportant avec lui tout ce qui se trouvait à portée de sa lame. Et peut-être est-ce là la leçon ultime. Le mal n'a pas besoin d'être surnaturel pour être absolu, il suffit qu'il soit logique, méthodique et convaincu d'avoir raison. Et tant que cette conviction peut renaître dans un autre esprit, quelque part dans un autre siècle, alors l'œuvre de Victor Marceau, elle, ne mourra jamais.